Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, Monsieur Minguin, est-ce que vous pouvez nous dire au final si vous êtes pour ou contre le renouvellement de nos chasseurs bombardiers F-16? Il faut concevoir ce programme dans un projet de coopération au niveau européen. La Belgique seule, sans doute, doit réorienter ses priorités en matière budgétaire en politique de défense, mais ne doit pas exclure de participer à un projet européen d'avoir une capacité de force aérienne d'intervention sur plusieurs théâtres d'opération si nécessaire. On sait bien qu'une armée moderne suppose d'avoir cette capacité. Il n'est pas concevable que l'Europe continue à dépendre des États-Unis. Moi, je suis contre la dépendance à l'égard des États-Unis en matière notamment de logistique aérienne. On sait qu'aujourd'hui, quasiment aucune armée en Europe n'a la capacité à elle seule d'assumer son ravitaillement logistique sur des théâtres d'opération lointains. Et donc, il faut que demain, nous ayons la capacité de participer à un projet européen. Donc, moi, je mets ça au niveau européen. Et il faudra qu'on assume la part qui reviendra à la Belgique dans un projet de renouvellement d'une flotte aérienne de combat et de soutien logistique à cette flotte. Et est-ce que cette part peut être au final l'achat de 40 Cela peut être en tout ou en partie le renouvellement des avions de combat dont on sait qu'ils viennent à échéance dans leur capacité opérationnelle dans les années à venir, mais ce n'est pas nécessairement 40 à remplacer, c'est peut-être moins si on est dans un projet européen coordonné, ce que je souhaite. Et selon vous, au final, on connaît l'enveloppe du budget de la défense qui est de 2,6 milliards. On estime que L'investissement est lourd. voilà, l'investissement est lourd. En fonction des experts, ça va de 4 à 8 milliards. 288 millions de coûts d'exploitation. Au final, ça ne rentre pas dans le budget de la défense tel qu'il existe. C'est pour ça que je parle d'un projet au niveau européen. Parce qu'en effet, la Belgique seule ne pourra pas assumer cet investissement, même si elle devra en prendre sa part d'investissement et de soutien en termes d'entretien de la flotte aérienne. Mais j'en appelle de mes voeux à une avancée majeure d'un projet européen de défense collective. Et dans ce projet, est-ce que la Belgique ne pourrait pas jouer un autre rôle au final que celui des interventions militaires armées, des bombardements? La Belgique peut jouer peut-être un autre rôle, mais nous ne le cachons pas. Il y a d'abord une grande expertise qui a été quand même acquise à la force aérienne belge, et il ne faut pas la perdre. Il n'y a aucune raison que cette expertise soit aujourd'hui galvaudée et que la Belgique soit en retrait. Et donc, je ne suis pas pour dire que nous laissons toujours porter cet effort par d'autres États et que nous nous retirons de tout programme européen d'envergure en termes d'investissement d'équipement militaire. Mais je n'ignore pas le coût budgétaire que ça représente. On peut le recalibrer, on peut le diminuer, mais on ne peut pas dire aux Européens, vous vous assumez et nous faisons en sorte que nous n'ayons aucune charge. Ce n'est ni responsable, ni solidaire au niveau européen. Et donc, selon vous, cet argent devrait être allé chercher où ça? Au sein de quelles enveloppes, au sein de quel budget? D'abord, il y a peut-être encore au sein de la défense nationale des réorientations. Il y a peut-être aujourd'hui à se poser la question de savoir en effet quelles sont les armes que l'on veut spécialiser au niveau de la défense. On sait très bien qu'on n'aura plus la capacité d'avoir une armée multi-armes, comme certains en rêvaient encore au niveau belge. Alors il faut faire un choix. Est-ce que demain c'est plutôt la force aérienne que la force navale? Est-ce que c'est plutôt la force aérienne que la force terrestre dans certains de ces aspects? La force terrestre a toujours eu un poids déterminant au sein de l'armée belge, on le sait très bien, parce que c'est historique, parce que c'est encore peut-être une conception un peu dépassée de la capacité d'intervention de nos armées. Mais si on veut préserver ce qui me semble être un des grands acquis de l'armée belge, à savoir sa capacité aérienne, alors il faut faire des choix et des arbitrages. Et quelle est la position au final du FDF sur ce choix? Quelle devrait être pour le FDF les spécialisations de l'armée belge? Incontestablement, la force aérienne. Je le dis très franchement parce que je crois que c'est un des secteurs sur lesquels nous avons acquis une réputation, une capacité d'intervention, une maîtrise de l'arme et qui a été appréciée dans les interventions coordonnées au niveau international et sur plusieurs scènes d'opération. Donc il ne faut pas se le cacher, la force aérienne me semble être en Belgique un acquis sérieux. Maintenant, on sait très bien qu'il faut sans doute réduire un peu la voilure quant au nombre d'appareils opérationnels. Il faut sans doute avoir une adaptation de notre volume d'intervention, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on reporte tout l'effort sur les autres États. Et au final, vous n'avez pas tout à fait répondu. Quelle spécialité? Donc, vous m'avez dit Oui, la force aérienne, incontestablement.
Mais donc, on sait bien que la Belgique a d'autres... Oui, il y a le déminage, par exemple, qui n'a pas un coût prohibitif dans la charge de la défense nationale, mais qui est incontestablement également apprécié sur les théâtres d'opération, qui, notamment dans des missions de paix, est très apprécié. Donc je crois que ces acquis de réputation au niveau international doivent être préservés. Maintenant, on est sans doute demain moins capable peut-être de faire des interventions de transport de logistique comme on le faisait peut-être avec une flotte qui est aussi vieillissante et que les C-130 qui ne seront peut-être pas à remplacer non plus. Voilà, il faudra peut-être en effet se dire plus l'opérationnel avion de combat que peut-être les C-130. Peut-être, voilà. Et le transport de troupes dans cette... spécialité qui pourrait être abandonnée, c'est le transport de troupes. Peut-être, c'est peut-être une des orientations à retenir si on veut privilégier ce que l'on sait tous, c'est que demain les armes d'intervention, alors on peut évidemment dire qu'on ne veut plus avoir d'armées disponibles, mais enfin je crois que c'est pas... Quand on voit quand même l'évolution du contexte international, se dire que la Belgique doit quand même s'inscrire dans un projet européen de défense commune me semble une évidence. Mais on doit se spécialiser et on ne peut pas être en effet multi-armes comme le sont quelques grandes nations, ça c'est vrai. Alors, au sein, au final, de cette construction d'une défense commune européenne, en tout cas à l'heure actuelle, la seule démarche démocratique possible ou le seul impact démocratique sur cette politique européenne de sécurité et de défense, c'est le vote du budget. Dans ce cadre-là, est-ce que vous n'avez pas peur au final que les décisions soient prises au final de manière très peu démocratique? Ah, mais là, je peux vous rejoindre. Là, je trouve qu'il y a un certain nombre de débats qu'on doit avoir, non seulement dans les enceintes parlementaires, mais même avec la société civile. Je ne suis pas du tout pour que la politique de défense ne soit définie que par des états-majors du ministère de la Défense nationale ou par un cercle restreint de décideurs politiques. Certainement pas. Et je crois que c'est un vrai débat de société. Quelle politique de défense commune en Europe pour quelle capacité de soutien à la paix dans le monde? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. L'Europe n'a pas vocation à aller faire la guerre. On n'imagine pas demain que l'Europe prenne les armes pour faire la guerre à l'égard de qui que ce soit. La volonté, c'est d'avoir une capacité de préserver, sur d'autres continents généralement, une capacité d'intervention pour préserver la paix pour un certain nombre de peuples. On l'a vu quand même dans l'intervention, notamment des Français au Mali ou même en Centrafrique. On voit bien quelle est la nécessité pour l'Europe d'être présente sur un certain nombre de territoires d'intervention. Et donc voilà, je crois qu'en effet, il y a un grand débat démocratique à avoir. C'est quelle politique de défense commune au service de quels idéaux? Et toujours sur la question européenne, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu au final par rapport au lobby de l'armement ou au lobbying de manière même plus large? On sait que Bruxelles est devenue la deuxième ville mondiale du lobbying. On connaît la force de persuasion et la puissance du complexe militaro-industriel. Comme dans d'autres secteurs d'activité industrielle, mais celui-là est particulièrement agissant et particulièrement interventionniste, on le sait. Ça pose... Alors, bon, le lobbying qu'il existe, ça, vous n'allez pas empêcher les sociétés industrielles concernées de s'organiser, de tenter de faire pression. Une fois de plus, c'est une rigueur personnelle des parlementaires, des décideurs politiques et de contrôle, plus particulièrement du processus de décision. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut une plus grande transparence et des débats beaucoup plus larges, avec des intervenants plus diversifiés, notamment les représentants de la société civile, le milieu associatif. C'est la contre-pression, si je puis dire, venant de la société civile qui peut éviter que le lobbying domine en termes d'influence dans la décision politique. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, soyons honnêtes aussi, qu'est-ce qui serait, en tout cas des objectifs souhaitables pour l'Europe? Que l'Europe soit elle-même maîtresse de sa filière de production de son armement et qu'on ne soit pas dépendant, ou en tout cas pour certains éléments de l'armement, de puissances tierces, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, je crois qu'il faut avoir là aussi une réflexion. Quel type d'armement, à quelle fin, pour l'Europe elle-même, pour se protéger, mais aussi pour garder son capacité d'influence dans le monde. Alors, une dernière petite question. Dans votre réponse écrite, vous nous avez déclaré que vous souhaitiez un déplacement des armées nucléaires présentes en Belgique vers l'Europe centrale. Vous pouvez nous expliquer les raisons? Alors, d'une part, je crois qu'en effet, ça manque de transparence. On sait bien qu'il y a un refus de faire la transparence sur la présence ou non, mais tout le monde pense plutôt qu'il y a une présence d'armes nucléaires en Belgique, et je trouve qu'il est inacceptable qu'il n'y ait pas un contrôle démocratique.
Je n'accepte pas le principe du secret défense sur ces sujets-là. Le déplacement vers l'Europe centrale, pourquoi? Parce qu'on voit bien que ce qui peut évoluer, c'est plutôt du côté de l'Est. On voit bien que les risques ou la montée des tensions se situent plutôt, on le voit avec la situation en Ukraine, on le voit avec d'autres situations aux portes de l'Europe, et que c'est peut-être là que nous devons garder notre capacité de dissuasion. Je rêve comme vous, et je souhaite comme vous qu'un jour on puisse dire que les armes nucléaires soient bannies. Il faut continuer à progresser dans les accords de coopération internationale de désarmement nucléaire, mais dire qu'on va faire ça de manière unilatérale serait totalement irresponsable. Donc il faut le faire de manière progressive, régulière, avec une obligation de résultat dans les négociations que l'on se donne avec les puissances nucléaires. Mais là aussi, c'est par le contrôle démocratique que l'on pourra forcer les décideurs politiques à faire ces pas en avant vers un désarmement renforcé sur le plan nucléaire. Le fait de les déplacer au final au plus près des frontières russes, vous ne craignez pas que ça augmente au final l'escalade et la prolifération nucléaire? C'est l'argument qu'on a à chaque fois utilisé. On a quand même vu qu'à chaque fois, il y a eu des négociations avec les Russes pour diminuer le développement des armes nucléaires. Il y a eu quand même plusieurs grandes négociations internationales qui ont conduit, tant du côté russe, même du temps où ils étaient sur le régime communiste et maintenant qu'ils ne le sont plus, à accepter un désarmement progressif. Mais vous le savez comme moi, à un moment donné, c'est parfois l'équilibre des rapports de force qui amène chacun à faire un pas en arrière par la suite. Effectivement, maintenant l'histoire, on peut prendre l'histoire des bombes, l'histoire de Cuba. Le rapprochement des armes nucléaires des frontières n'a jamais vraiment été un facteur de désescalade ici. Vous savez, on a dit ça aussi lorsque Mitterrand a mis son accord pour le déploiement de certaines armes nucléaires. Vous vous souviendrez du fameux débat. Ça n'a pas empêché après ça que petit à petit il y ait une négociation qui progresse sur le désarmement nucléaire sur le territoire européen. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir une lecture cliché de ce débat-là. Il faut avoir une volonté, c'est vrai, d'aller vers le désarmement nucléaire, mais pas en étant irréaliste quant aux risques quand même qui existent. Okay. Merci.